Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon, bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions cruciales. L'insécurité en ville est-elle un sentiment ou une réalité? En tant qu'acteur du milieu de la recherche, de l'aménagement du territoire ou de l'intervention auprès des populations marginalisées, à quels enjeux faisons-nous face en matière de sécurité? Quelles préoccupations devons-nous garder en tête afin d'intervenir avec succès pour réduire le sentiment d'insécurité? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec Sophie Paquin, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Sophie est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec et a travaillé pour la Direction de santé publique de Montréal avant de devenir professeure à l'UQAM. Elle se spécialise sur les questions d'aménagement des villes en lien avec le genre, la prévention de l'insécurité urbaine, la mobilité active et l'urbanisme favorable à la santé, entre autres sujets. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter de prévention de l'insécurité urbaine par l'aménagement, la sensibilisation, la coercition et, surtout, les politiques publiques. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Bonjour Sophie, merci de me recevoir aujourd'hui, merci d'accepter de te prêter au jeu. Ça fait le grand plaisir. La légende urbaine à laquelle on veut prendre le temps de répondre aujourd'hui, qu'on veut essayer de recontextualiser, en fait, traite directement de tes champs de spécialisation de recherche, c'est-à-dire la sécurité, la sensation d'être en sécurité dans un espace versus potentiellement l'espèce de caractère objectif de la sécurité. Autrement dit, est-ce qu'il y a nécessairement lieu de tenir compte du fait que même si un aménagement puisse être objectivement sécuritaire, certaines personnes se sentent malgré tout pas en sécurité dans cet aménagement-là? Effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues quant à cette espèce de dichotomie-là entre sentiment d'insécurité et sécurité objective. Et quand on parle de sentiment de sécurité, il y a effectivement la crainte, la peur, donc l'émotion. Mais la littérature scientifique nous montre aussi que ça peut être plus global, vu aussi comme, oui, le sentiment, mais une grande inquiétude ou une préoccupation. Donc, lorsqu'on parle d'un sentiment d'insécurité en ville, on ne fait pas, évidemment, la plupart du temps, référence à la peur, mais plus à une grande inquiétude ou à une préoccupation. Et à la question de savoir, est-ce qu'on doit se préoccuper de cette différence-là entre sentiment et réalité dite objective, ce qu'on pourrait facilement amener comme idée, c'est que le sentiment d'insécurité, qu'il soit la peur ou la grande inquiétude, amène chez la plupart des personnes qui le vivent des ajustements de comportement. Mm-hmm. Et ces ajustements de comportement, et là je fais référence par exemple à des mesures d'évitement que peuvent adopter certaines femmes qui craignent le soir de se promener seules, donc des stratégies d'évitement, d'éviter de sortir seule ou de prendre des stratégies de protection du genre mettre ses clés dans ses mains, de se faire accompagner par quelqu'un. On voit qu'il y a déjà des modifications de comportement. Alors, ça devient une réalité de toute façon. On peut le voir aussi de façon à se dire, bien, les gens qui craignent dans certains quartiers vont acheter des propriétés ou vont vouloir louer des logements dans d'autres quartiers. Donc, il y a même un impact sur le marché immobilier. Alors, c'est une réalité aussi de ce fait-là. Et au niveau de la sécurité routière, par exemple, la crainte là, des collisions, des accidents, surtout quand ça implique des personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, eh bien, il y a plusieurs parents et qui vont aller porter les enfants à l'école en automobile, éviter que ces enfants-là marchent, même s'il y a quelquefois juste quelques coins de rue à faire, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Donc, ce sentiment-là, cette crainte-là, qu'on pourrait appeler subjective, bien, elle se répercute drôlement dans les comportements et de ce fait, là,
elle devient très objective. Cet exemple-là que tu mentionnes est d'autant plus fort, en fait, que on dirait que ça donne une sorte de prophétie autoréalisatrice. J'amène mes enfants à l'école en voiture parce que c'est trop dangereux pour eux de marcher proche de l'école, parce qu'il y a trop de voitures qui circulent autour de l'école. Mais en ayant ce comportement, je donne raison, je rends réelle l'insécurité parce que je contribue à la produire. Bien, effectivement, surtout au niveau de la sécurité routière, on le sait que c'est le volume de circulation qui est un des déterminants les plus importants du risque là, pour les piétons. Et aussi, bon, évidemment, il y a la vitesse aussi, mais effectivement, ça aussi, en plus, ça contribue à une forme de sous-culture urbaine où c'est le tout à l'auto, malgré tout, même si on veut mettre en place des mesures, s'ils ne sont pas très structurantes, ces mesures-là, puis finalement, les gens continuent à garder leur mode de transport motorisé, bien, on contribue à cette culture-là de l'auto solo ou du déplacement toujours en auto. Tu parles du tout à l'auto, puis je pense qu'une des voies ou une des mesures d'action principales qui sont utilisées par les pouvoirs publics municipaux depuis qu'on a accepté que le paradigme du tout à l'auto avait suffisamment de limites et qu'on devait dompter la voiture en restreignant l'espace qu'on lui accorde, on a tendance à croire que pour accroître la sécurité des utilisateurs de l'espace routier qui ne sont pas à bord d'un véhicule, ce qui est préférable, c'est de les séparer physiquement. Donc, que les automobilistes aient leur voie réservée et que, par exemple, les cyclistes soient sur une piste cyclable qui est physiquement séparée de la route et de la même façon que les piétons soient physiquement séparés des cyclistes. Est-ce que c'est un raccourci intellectuel de penser que de mettre une légère surélévation ou une étroite bande de béton pour séparer ces usagers-là va effectivement avoir un effet d'accroître leur sécurité? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça qui nous mène à penser que c'est peut-être pas la panacée, ce type d'intervention-là? Dans le contexte actuel où l'automobile est quand même assez généralisé comme mode de transport, hein, les données là, d'enquête origine-destination le montrent qu'il y a même la majorité des déplacements se font encore en automobile. Le fait de séparer les usagers sur la plupart des rues où il y a beaucoup de circulation automobile reste quand même la solution la plus démontrée, la plus efficace, dans la mesure où il faut éloigner les usagers vulnérables des vecteurs de danger. Donc, alors dans ce cas-là, les pistes cyclables en site propre ont un meilleur score, disons, de sécurité que celles, par exemple, c'est juste un marquage au sol ou une chaussée partagée. Néanmoins, dans certaines rues, le fait d'avoir un partage de l'espace entre les différents usagers, surtout si la vitesse elle est réduite de façon importante pour les automobiles, dans ce contexte-là, les enjeux de sécurité sont moins à risque et la nécessité d'avoir un partage des usagers, elle est moins le facteur le déterminant de la sécurité. Mais évidemment, c'est dans des contextes et sur un boulevard, c'est l'idée d'avoir une espèce de mélange des usagers là, sans séparation n'est pas la stratégie la plus sécuritaire, si on peut dire ainsi. Sur des rues résidentielles où il y a des conditions dans l'environnement bâti, dans le design de l'espace qui va justement amener à moins de transit d'automobiles, moins de vitesse, avec aussi une signalétique là, qui est très claire sur le partage de la rue. Puis là, dans ce temps-là, ce partage-là des usagers est propice. Puis ça va aussi contribuer à rendre la rue plus conviviale. Mais c'est donc dans des rues plus spécifiques, par exemple en avant d'écoles ou en avant d'institutions, de lieux fortement fréquentés là, par les piétons et les cyclistes, que ces aménagements-là, que ce partage de l'espace-là peut être porteur. On le voit aussi en Europe, là, il y a différentes approches là, de share space ou, qui mettent ça de l'avant. Mais nous, on est quand même dans le contexte nord-américain. Il ne faut pas tout mettre sur l'excuse de notre contexte nord-américain, mais il faut quand même le prendre aussi dans ce sens-là. Donc, pour l'instant, tu sais, je pense que c'est comme une espèce de gradation. Et peut-être dans 10 ans, on aura d'autres constats. Mais pour l'instant, là, c'est la sécurité avant tout, parce que si on veut
avoir plus de piétons et de cyclistes, parce que c'est bon en plus pour l'environnement, pour répondre à l'urgence climatique, c'est bon aussi pour la santé des personnes, c'est bon aussi pour même la vitalité commerciale. Bien, il faut que ces gens-là se sentent en sécurité d'aller dans les rues. Et puis ça, bien, il faut mettre en place les conditions gagnantes, là. Cet exemple que tu mentionnes, il est vraiment pas nouveau, puis il est associé généralement à la culture européenne, de ces belles avenues où les trottoirs sont larges, où les vitrines commerciales sont invitantes, où la circulation automobile est minime par rapport à la circulation des tramways, des vélos, Mais ça fait quand même depuis les années 50-60 que Jane Jacobs en a parlé les premières fois, dans des contextes éminemment nord-américains, les quartiers centraux de New York, cette idée que la vie sur la rue, les yeux sur la rue, eyes on the street, crée la sécurité par le fait qu'il y ait ce balai naturel, organique de gens qui vont, qui viennent, qui surveillent sans surveiller, qui veillent les uns sur les autres en étant seulement à la fois visibles et en mesure de voir. On a aussi constaté que là où on a fait trop de place à l'automobile, là où on a des trottoirs trop étroits, là où on a des environnements qui ne se prêtent pas à ce type d'activité commerciale, le sentiment d'insécurité est aussi plus grand. Qu'est-ce qui fait que l'humain se sent plus en sécurité quand il est vu et quand il est en mesure de voir? Puis pourquoi est-ce qu'on a encore cette impression que ah non, laisse pas ton vélo là, il y a tellement de gens sur cette rue-là, c'est sûr que tu vas te le faire voler, quand en vérité, les données nous montrent plutôt le contraire, que c'est plutôt quand il y a très peu de passants qu'une petite activité criminelle est plus susceptible de se produire. D'où vient ce décalage-là entre ce qui nous apparaît logique et ce qu'on observe véritablement? Oui, bien effectivement, Jane Jacobs a été une précurseur à son époque là, sur les yeux sur la rue avec une phrase là, qui maintenant est devenue là, une espèce de slogan. Et ça nous amène aussi à parler de la prévention donc de la criminalité, de la violence dans l'espace public par des mesures d'aménagement et qui vont contribuer à la vitalité aussi des rues. Donc, alors, il y a des stratégies qui peuvent être mises en place là, qui touchent l'aménagement, donc comme d'avoir des yeux sur la rue. Mais pour avoir des yeux sur la rue, bien, il faut avoir des vitrines, il faut avoir des portes et des fenêtres qui donnent justement sur ces trottoirs-là. Il faut avoir aussi des gens qui circulent comme on le mentionnait. Alors ça, c'est oui, l'aménagement comme tel à l'échelle micro, donc d'avoir des trottoirs plus larges, d'avoir des vitrines, d'avoir des gens qui circulent, mais il faut faire aussi un pas de côté pour voir qu'il y a aussi des grands principes d'aménagement urbain qui doivent être mis en place pour avoir une certaine mixité des fonctions urbaines, d'avoir une certaine densité. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même eu des pratiques, des décisions d'urbanistes là, qui visaient plus l'étalement urbain et puis une certaine monofonctionnalité, bien qu'elle est variable, hein, selon, c'est pas juste les banlieues là, qui ont l'apanage de la monofonctionnalité et de l'étalement. Il peut y avoir aussi là, dans des quartiers plus périphériques, mais néanmoins, l'archétype de cet étalement-là urbain, évidemment, là, dans la banlieue. Et souvent, on va dire, dans la banlieue, c'est plus sécuritaire. Ben, c'est certain parce qu'il y a moins de monde. Alors, comme tu as moins de résidents, bien, tu as moins d'occasions de crimes, mais si on le mettrait par capita, si on le mettrait avec d'autres calculs, fort possiblement qu'on arriverait à des résultats similaires, là. Donc, c'est pourquoi l'aménagement sécuritaire ou la prévention du crime là, par l'aménagement du milieu qui a été très développé aux États-Unis, puis qu'ici, au Canada et surtout à Montréal, là, on l'a développé en intégrant un volet empowerment, un volet participation de la population, principalement les participations des femmes au diagnostic des lieux insécuritaires, a quand même permis de créer des lieux où il fait un peu plus bon vivre, on se sent plus en sécurité. Et on a mis de l'avant l'expertise des femmes dans les stratégies pour rendre des lieux urbains plus sécuritaires. Pourquoi? Parce que c'est souvent elles qui sont les plus touchées par le sentiment d'insécurité, la crainte là, des agressions là, dans les espaces publics. Il y a aussi les personnes âgées hein, qui ont aussi de l'insécurité et aussi les jeunes, les adolescents, les adolescentes, selon les statistiques, là,
rapportent là, se sentir souvent en insécurité dans les lieux publics. Donc, l'idée, c'est d'aller consulter les principales personnes qui sont touchées par ça. C'est donc les experts de la vie quotidienne, du harcèlement sur la rue et du sentiment d'insécurité pour bien comprendre leur réalité et d'apporter en co-construction des solutions techniques, hein, donc par exemple d'avoir des règlements de zonage là, qui obligent d'éviter des murs aveugles et qui permettent par exemple d'autres mesures. Alors, c'est en partant donc de l'expertise des citoyens et citoyennes qu'on peut arriver à des solutions. Avec ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cette espèce de dialogue-là entre solutions professionnelles d'expertise technique et expertise de la vie quotidienne. On a mentionné le fait que les femmes sont particulièrement sujettes à cette insécurité ressentie et que c'est pas une fabulation de leur part, mais que leur insécurité est réelle parce que le comportement de certains hommes à leur endroit les mène à être effectivement susceptibles d'être victimes de harcèlement. Tu parles de solutions techniques qui ont été mises en place, par exemple, éviter les tunnels, éviter les longs passages sombres, éviter les longs murs aveugles. Et dans certaines villes latino-américaines dotées de transports collectifs structurants, on a des wagons roses pour les femmes seulement, où donc on leur crée en quelque sorte un espace sécuritaire, un safe space où les hommes ne sont pas les bienvenus, donc on les protège physiquement du harcèlement. Mais quand elles sont sur les quais en attendant de monter dans ces wagons, quand elles entrent dans les édicules des stations en route vers ces wagons où elles sont en sécurité, là, elles ne sont pas protégées. De la même façon que les cyclistes dans des bandes cyclables séparées, quand ils arrivent dans une intersection, soudainement perdent leur véritable sécurité procurée par cette ségrégation-là. Donc, est-ce que on procure un faux sentiment de sécurité à ces usagers-là en les protégeant de la sorte? Et est-ce qu'on dévie pas le sujet de ce qui est vraiment le cœur de l'action, c'est-à-dire l'automobiliste qui ne fait pas attention aux cyclistes dans l'intersection ou l'homme qui se donne le droit de harceler les femmes, sauf quand un wagon l'empêche d'aller le faire? Effectivement, c'est une question pour laquelle il n'y a pas une seule réponse de bonne. Puis je pense que la réponse doit se voir dans le temps, dans une forme de continuum. Si ces solutions-là ont été mises en place dans certaines villes d'Asie et du Mexique, et en Inde, entre autres, c'est parce qu'il y avait des réels enjeux pour la sécurité des femmes. Les statistiques officielles sont extrêmement éloquentes, bien qu'il faut toujours mettre un bémol sur les statistiques officielles sur la criminalité, surtout lorsqu'il s'agit de harcèlement, dans la mesure où la dénonciation de ce harcèlement est quand même minimale versus la quantité d'occasions où ça se réalise. Alors, il y a comme une sous-déclaration qui est amplement documentée, là. Mais quand même, si ces solutions-là ont été mises en place, c'est la suite de revendications là, des femmes à cet effet-là. Donc, la protection, elle est limitée, effectivement, comme tu le mentionnes. Par contre, si cette solution-là, d'une forme de ségrégation sécuritaire temporaire dans le wagon de métro, a été mise en place, bien, ça permet justement d'assurer un déplacement sécuritaire pour les femmes. Alors, au moins, il y a ce gain-là. Le deuxième gain, c'est de permettre à ces personnes-là, ces femmes-là, de pouvoir vaquer aussi à la vie quotidienne, de pouvoir s'insérer professionnellement, de pouvoir avoir une vie sociale sans toujours vivre dans la crainte de se faire harceler, ce qui, on le sait, c'est amplement documenté, ferait en sorte qu'elles éviteraient de sortir ou qu'elles seraient obligées d'avoir des mesures de protection qui souvent sont irréalistes parce que beaucoup trop contraignantes. Donc, il y a quand même un gain dans l'immédiat à ces solutions-là. Et puis, on peut faire l'hypothèse que plus les femmes vont pouvoir prendre plus leur place, vont pouvoir s'intégrer dans le monde économique et social et même politique dans la prise de décision, puis ça pourra amener des changements. Mais ces changements-là dans les mentalités puis dans les comportements de harcèlement, puis les comportements d'inégalité flagrantes là, dans les espaces publics sont quand même le reflet là, de notre société puis de notre mentalité. Donc, à cela, il faut aussi de la sensibilisation, de l'éducation, puis aussi une dénormalisation de ces comportements-là, parce que les recherches démontrent que c'est dans les wagons de métro bondés qui se passe le plus de harcèlement, et que les gens ne réagissent pas autour. Donc, alors
Alors, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels intervenir, puis c'est peut-être trop gros dans une seule politique et mettons, en disant, en 2 ans, on va éradiquer le phénomène. Alors, il faut le voir, c'est peut-être un peu plate à dire, là, mais il faut le voir sur le moyen, long terme, avec des stratégies quand même qui peuvent être assez dynamiques là, pour changer les comportements. Et en attendant, bien, le fait d'avoir des wagons séparés entre les sexes là, peut être une solution, mais c'est pas toutes les villes, évidemment, qui l'ont mis en place. Souvent, ça vient par des revendications des groupes de femmes. Donc, ça aussi, à quelque part, je pense qu'il y a comme une justification qu'il faut tenir compte, c'est-à-dire que le problème était tellement criant, tellement handicapant pour les femmes, tellement une atteinte à leur liberté et à leur intégration, que c'est cette stratégie-là qui a été mise en place. Et gardons à l'esprit que des stratégies multidimensionnelles sont sur le court et le long terme nécessaires. Mm-hmm. Tu parles de sensibilisation, puis on dirait que c'est presque toujours un des premiers réflexes qu'on a dans les stratégies, là, comme la toute récente stratégie de sécurité routière du gouvernement du Québec. On a toujours tendance à dire c'est important d'avoir des budgets conséquents pour des campagnes de sensibilisation aux automobilistes. Là. Ralentissez à proximité des écoles, ralentissez à l'entrée des villages, comme si les automobilistes ne savaient pas déjà qu'il y a une limite de vitesse, comme si les automobilistes n'étaient pas déjà capables de se mettre dans la peau des parents qui ont des enfants à cette école-là en se disant, ben oui, moi, à la proximité de l'école de mes enfants, je voudrais que les gens ralentissent, donc je fais la même chose, comme si on oubliait la part disons, déterminisme du lieu et de les configurations des aménagements et leur impact sur le comportement. Comme si il suffisait juste de convaincre la personne de bien faire pour que soudainement elle ralentisse, soudainement elle fasse plus attention. Est-ce qu'on peut penser que on serait capable d'aller au-delà de ces espèces de campagnes de sensibilisation générale-là, qui des fois ont un ton presque culpabilisant pour les victimes, là. Portez des vêtements fluo le soir, assurez-vous d'être bien visible, faites attention, ça roule vite à proximité, comme si c'était de votre faute si quelqu'un allait trop vite, ratait son feu rouge, ne regardait pas dans son angle mort en faisant un virage. Comment on fait pour sensibiliser avec succès sans tomber dans le réflexe malencontreux qu'on a de blâmer les victimes pour leur mauvais sort? Ou d'infantiliser aussi les conducteurs en disant pensez prudence. C'est comme si les conducteurs n'auraient pas déjà cette volonté-là quand même d'être prudents et d'éviter les accidents. Bien, évidemment, les évaluations ont montré là, que c'était des mesures physico-spatiales, là, par exemple l'apaisement de circulation pour réduire la vitesse ou pour réduire le volume, ou des mesures, par exemple, d'aménagement sécuritaire là, pour plus d'éclairage, plus de visibilité, favoriser l'entretien, etc., qui sont les plus porteurs, qui sont les plus durables. Mais souvent, ce sont aussi celles qui coûtent un peu plus cher quand même. Hein. Mais si on regarde ça à court terme, elles coûtent peut-être un peu plus cher, mais elles sont plus pérennes aussi. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Et ces mesures-là sur l'environnement bâti qu'on juge plus déterminantes doivent aussi s'accompagner d'autres mesures du type, par exemple pour la sécurité routière, d'avoir une surveillance et un certain respect de la réglementation par les policiers, par des forces de l'ordre qui vont donner des contraventions lorsque ce ne sera pas respecté. Par exemple, si on met un poteau d'arrêt de stop, bien oui, ça crée un moment d'arrêt qui va permettre à des piétons de traverser, mais si on ne respecte pas le stop, si l'automobiliste ne fait pas de stop, bien, il faut à un moment donné qu'un policier lui donne une contravention. Fait que ça, c'est aussi dans ce qu'on appelle les 3E en sécurité routière, c'est-à-dire d'avoir des mesures d'éducation, des mesures de faire respecter la réglementation par l'enforcement, de la coercition, et aussi là, des mesures d'aménagement. Alors, c'est vraiment les 3E. Les mesures d'aménagement sont les plus chères, mais sont celles qui vont rapporter aussi les bénéfices à plus long terme. Et les autres, bien, c'est souvent des mesures qu'on peut quantifier aussi. Combien de contraventions on va donner, combien de messages publicitaires on a fait pour éduquer la population, sauf que
même si on peut les mesurer plus facilement à court terme, ce qui a été fait, les bénéfices à moyen terme sont beaucoup plus faibles, tu sais. Donc, c'est bien d'éduquer quand même à ce que quand il y a un feu rouge, il faut arrêter. Mais néanmoins, encore faut-il qu'on puisse bien voir le feu rouge, qu'il ne soit pas caché derrière des arbres et qu'il y ait aussi qu'il y ait aussi un transfert modal, hein, parce qu'on parle beaucoup de réduire la vitesse de circulation, mais néanmoins, si on met en place on facilite les déplacements dans d'autres façons que l'automobile, on a des gains aussi sur la sécurité routière. Tu sais. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Autrement dit, de la même façon que le maître mot ou le principe directeur du Code de la sécurité routière maintenant, c'est que c'est toujours aux usagers les moins vulnérables de prendre soin de tous les usagers plus vulnérables qu'eux. Aménager un espace afin que les personnes les plus vulnérables s'y sentent en sécurité a un effet de nivellement par le haut, au final, où si les enfants et leurs grands-parents se sentent en sécurité dans un espace, tout le monde entre les deux devrait aussi s'y sentir en sécurité. Et de la même façon, si les personnes qui ont l'usage de leurs deux bras, leurs deux jambes, sentent que même les personnes qui sont à mobilité réduite sont effectivement en sécurité dans cet espace, bien, tout le monde, tout le long du spectre des capacités physiques vont aussi avoir ces effets positifs d'amélioration de la sécurité. On en revient un peu aux principes généraux de l'accessibilité universelle qu'on pourrait appliquer de façon générale, quoi, autrement dit transversale à l'aménagement. Si les femmes se sentent en sécurité dans le métro, ils ne sentent pas qu'elles sont à risque de s'y faire harceler, tout le monde devrait se sentir aussi plus en sécurité. Si les enfants se sentent en sécurité à proximité d'une artère près de leur école, tout le monde va se sentir plus en sécurité. Il suffit, pas il suffit, mais on pourrait presque tout simplement s'assurer de prendre les usagers les plus vulnérables, de concevoir les espaces avec eux, puis de voir en droite ligne une amélioration du sentiment de sécurité pour tout le monde. Est-ce que ça pourrait être aussi simple que ça? Effectivement, bien c'est le principe de base qu'on veut de généralisation en prenant la perspective des usagers les plus vulnérables. Mais souvent, quand on interroge les professionnels des organismes de transport ou des organismes des municipalités ou de planification urbaine, on obtient la réponse, bien nous, on planifie pour tout le monde. Mais en planifiant pour tout le monde et en prenant pas la perspective de ceux et celles qui sont le plus touchés par une problématique, on planifie pas pour tout le monde finalement. Alors, c'est comme une espèce de mythe à déboulonner, là, en prenant la perspective des plus vulnérables, bien ça va justement être ça, planifié pour tout le monde. C'est un très bel effort de synthèse, puis je pense une très belle conclusion sur laquelle on peut se laisser en disant, finalement, l'idée que des gens se sentent pas en sécurité dans certains endroits et que c'est seulement à eux de changer leur manière de voir les choses, qu'un endroit peut être objectivement sécuritaire et que l'insécurité perçue n'est qu'un décalage ou une mauvaise perception, est véritablement une légende urbaine, quoi. C'est une légende urbaine et les pouvoirs publics sont à interpeller parce qu'ils ont une grande partie des solutions possibles dans leur coffre à outils. Bien, on les incite à te consulter pour qu'ils puissent prendre acte de tes travaux de recherche là-dessus. Un grand merci pour cet échange très, très instructif. Ça m'a fait grand plaisir, merci. Voilà, c'est dit. Le sentiment d'insécurité est justifié. Toutes les personnes qui interviennent sur l'espace public doivent en tenir compte et intervenir adéquatement sur la question exige une approche multifactorielle. Si je devais résumer cet échange avec Sophie Paquin en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, entraîner une appropriation collective des espaces publics propice à en améliorer la sécurité est une recette à plusieurs ingrédients. L'aménagement est essentiel, tout comme la surveillance et la coercition, ainsi que la sensibilisation et l'éducation. Mais aucun de ces ingrédients n'est suffisant, pris individuellement. Deuxièmement, aménager pour les personnes les plus vulnérables rend l'aménagement plus sécuritaire pour toutes les personnes, indépendamment de leur âge, de leur origine, de leur profil socio-économique et de leur capacité physique. La seule vraie manière de planifier pour tout le monde, c'est de planifier à la fois pour les jeunes enfants, les aînés en perte d'autonomie et les personnes qui vivent avec un handicap. Troisièmement, enfin,
L'heure est venue de nous débarrasser de notre propension à blâmer les victimes et d'enclencher un mouvement social voué à modifier les comportements qui vulnérabilisent certaines personnes. Et pour ce faire, les pouvoirs publics devront mettre en place des politiques et des structures qui vont au-delà de la sensibilisation et de la réglementation. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec Sophie Paquin? Quelle est votre expérience personnelle en matière de sécurité et d'insécurité en milieu urbain? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Légendes urbaines.